Grâce à ChatGPT, on peut très vite, beaucoup plus vite qu'avant, faire une analyse rapide de l'impact d'une promo. Et on a 52 promos par année, donc c'est super important de savoir quand on se lourde ou pas. Avant, il fallait quand même attendre quelques semaines pour faire un feedback. Là, ça va extrêmement vite et on peut voir directement d'une semaine à l'autre s'il y a une action promotionnelle qui fait un changement. On a 505 fournisseurs pour les sites cbio.be et petitzep.com. Et ces 505 fournisseurs, avant, ils étaient dépendants de l'acheteur. Est-ce qu'il avait le temps ou pas de leur parler? Et du coup, on parlait à un fournisseur une fois tous les 2-3 mois. Là, maintenant, grâce à ChatGPT, on a, sur base des catalogues, etc., on a des templates qui sont automatiquement générés avec le ton de l'acheteur et avec ce qu'on va demander. Pour être clair, on a une licence GPT-4 pour chaque employé de la boîte directement. Donc on a fait un workshop d'exploration et on a inscrit tout le monde. Là, nous, on a 12 marques, 15 sites. On doit donner du contenu tous les jours en 3 langues, etc. Là, ça a été... Donc, c'est quoi? C'est des fiches produits? C'est des fiches produits sur les différents sites web? C'est des emailing. Des emailing. Les campagnes marketing, tu les fais via ChatGPT, ouais. Les portraits de l'IA avec Leïla et Benoît. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue pour un nouvel épisode des Portraits de l'IA. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Pire pour un épisode sur l'IA dans le retail. Salut Stéphane. Salut. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, donc on va pas refaire ta bio, hein, tu es connu de partout. Ah oui. Accessoirement, pour les auditeurs et les auditrices, tu es mon époux, donc on se connaît un peu. Mais on va se lancer directement dans le vif du sujet et parler de l'intelligence artificielle dans le retail. Mm-hmm. Alors, est-ce que, d'une manière générale, toi qui as une grande connaissance dans le secteur du retail, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment l'intelligence artificielle est vraiment utilisée actuellement dans le retail, que ce soit d'un point de vue en Belgique, mais aussi peut-être aux États-Unis, là où tu as beaucoup pratiqué. Ok. Donc en gros, aujourd'hui, l'état de l'IA dans le retail, elle est comme partout, elle est en démarrage, on est vraiment tout au début, au balbutiement. On est plus en mode exploratoire et c'est un peu compliqué de faire un constat maintenant parce que tout le monde démarre et tout le monde démarre vite. Faut savoir que dans le retail, l'IA c'est surtout ChatGPT et Copilot, et ChatGPT surtout pour tout ce qui est analyse de données et tout ce qui est aide au marketing. Donc sur ChatGPT en retail, ce qui est surtout utilisé, c'est toutes les analyses de données par rapport au comportement de client, par rapport à ce que le client achète en ligne, par rapport à ce qu'il regarde en magasin, par rapport aux actions promotionnelles qui marchent pas. Donc grâce à ça, si vous voulez, c'est que quand vous avez donc nous chez Noé Nature, on a une partie qui s'appelle T-Tower, une marque qui s'appelle T-Tower, où il y a 2 magasins physiques, un site internet et de l'Horeca et des ventes en direct par téléphone. Et grâce à ChatGPT, on peut très vite, beaucoup plus vite qu'avant, faire une analyse rapide de l'impact d'une promo. Et on a 52 promos par année, donc c'est super important de savoir quand on se lourde ou pas. Avant, il fallait quand même attendre quelques semaines pour faire un feedback. Là, ça va extrêmement vite et on peut voir directement d'une semaine à l'autre s'il y a une action promotionnelle qui fait un changement. Et ça, c'est grâce à ChatGPT. Ouais, moi, j'ai justement une question par rapport à ça parce que on pourrait croire que dans le retail, il y a énormément de données qui sont collectées depuis toujours. Donc, personnellement, avant, quand je pensais à l'IA, je me dis, le retail, c'est un match parfait parce que les clients, ils ont leur carte client, et on connaît tous leurs achats, etc. Alors, évidemment, on fait en sorte d'anonymiser les données, etc. Mais il y a moyen d'analyser, en tout cas, des tendances de manière assez forte, faire de la segmentation, etc.
Et quand je t'entends, t'as l'air de dire qu'en fait, oui, ça existe, mais c'est quand même peut-être réservé qu'à des très très gros acteurs. Est-ce qu'on doit comprendre que maintenant le fait que tu aies du chat GPT, ça permet peut-être d'aller beaucoup plus vite à l'analyse des résultats et qu'on n'a plus besoin d'avoir des systèmes hyper performants ou hyper compliqués pour analyser ces tonnes de données qui sont là depuis le début en fait. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut saisir ici, c'est que moi j'ai travaillé 25 ans dans des grosses corpos comme Bic, Louis Vuitton Malettier et Pernod Ricard. Et là, de fait, on avait des outils qui coûtaient des millions d'euros. Mais dont l'output n'était pas analysé extrêmement vite, quoi. Hein. Donc l'output, c'était quand même très dépendant de trouver un analyste qui allait passer quelques heures à essayer de valider qu'est-ce qui se passait. Donc il y avait la collection de données. Les gros groupes ont toujours bien été servis à aller chercher la data, à la stocker. Mais maintenant, ce qu'il n'y avait pas, c'était une analyse dynamique et rapide. Avant, c'était plutôt réservé à l'étudiant qui venait faire son mémoire, à qui on disait, tiens, prends un peu mes ventes de détergents des 12 derniers mois et dis-moi ce qui marche et ce qui marche pas. Comme ça. Donc, on avait un temps de réaction qui était beaucoup plus long qu'aujourd'hui, où là, maintenant, on peut, dès jour 2, voir, OK, ça marche pas. La semaine prochaine, on fait autre chose. Bah, je trouve ça... Peut-être, moi j'adore aller dans les exemples concrets, donc je regarde Leïla parce que je sais pas si ça suit la trame de ce qu'on avait prévu, mais je me dis bon. Ça ne suit pas du tout, mais ce n'est pas grave. Hein. On va y aller. On est déjà dans les use cases. Allons-y. Okay, ouais, parce qu'il y a rien d'intéressant à part des use cases. Donc peut-être tu peux parler d'un peu de Noé Nature et nous présenter ta marque et ta chaîne de magasins, et après nous expliquer comment toi, concrètement, tu utilises, par exemple, ChatGPT et comment tu l'utilises pour analyser tes données. Ça, je pense, ça va intéresser pas mal. Ça, c'est clair. Mais alors, il faut pas non plus oublier ce qui est super intéressant, c'est ChatGPT. Dans la partie plus rébarbative et administrative. Donc là, par exemple, Noé Nature, quand on a commencé, c'était 5 personnes en département finance compta. Aujourd'hui, c'est 2 personnes parce que on a absolument tout rationalisé. On a 505 fournisseurs pour les sites cbio.be et petitzep.com. Et ces 505 fournisseurs, avant, ils étaient dépendants de l'acheteur. Est-ce qu'il avait le temps ou pas de leur parler? Et du coup, on parlait à un fournisseur une fois tous les 2-3 mois. Là, maintenant, grâce à ChatGPT, on a, sur base des catalogues, etc., on a des templates qui sont automatiquement générés avec le ton de l'acheteur et avec ce qu'on va demander. Par exemple, on peut demander, si on voit qu'on a une grosse facture de 30 000 euros, on peut demander un plan d'appurement sur 6 mois. Et ChatGPT, avant, on serait passé par un juriste et on l'aurait écrit pendant quelques heures. Là, maintenant, en 10 minutes, on a un truc à relire qui est extrêmement bien. Et là, je vais dire où on gagne le plus de temps en organisation retail, digital retail et négoce, donc grossiste, distributeur comme on l'est. C'est vraiment sur la communication. Donc, j'espère que bientôt, grâce à Copilot ou GPT, on va pouvoir avoir un système où je serai plus obligé de répondre à mes emails. En fait, il l'aura fait pour moi, il me fera un résumé de ce qu'il a dit tous les matins. Donc, je crois qu'on est encore loin de ça, mais je crois qu'on y va. Ça existe, mais est-ce que c'est déjà réellement pertinent et ça c'est ça dépend le temps qu'on passe tous les jours à répondre. Donc moi, en tant qu'administrateur délégué, je passe ma vie en fait, je perds beaucoup de temps à répondre à des gens ou à lire à des emails de gens qui ont jugé utile de me mettre en copie. Et en plus c'est pas toujours nécessairement le cas. Je me rends compte justement en général quand j'arrive à cordialement que j'ai perdu mon temps. Et si je pouvais avoir Copilot, c'est ce que Copilot essaye de faire maintenant, et je crois qu'il commence à le faire bien, mais je crois qu'on a encore une ou deux versions du truc final, de la belle version finale. Là déjà, si vous pouvez libérer ce temps-là pour interpréter les analyses de ChatGPT sur les ventes d'hier, d'avant-hier, de la semaine dernière et des actions promo à venir, franchement, le gain de productivité sera encore plus beau, quoi. Donc nous, en termes de use case,
Allez, le premier truc sur lequel on a installé ChatGPT. Donc pour être clair, ChatGPT on a une licence ChatGPT 4 pour chaque employé de la boîte, tout le monde, okay. Directement. Donc on a fait un workshop d'exploration et on a inscrit tout le monde. Le premier, c'est clairement la rédaction de contenu, où là, nous, on a 12 marques, 15 sites, on doit donner du contenu tous les jours en 3 langues, etc. Là, ça a été... Donc, c'est quoi? C'est des fiches produits? C'est des fiches que tu publies sur les différents sites web? C'est des emailing. Des emailing. Les campagnes marketing, tu les fais via ChatGPT, Qu'est-ce que je prends en pique-nique, etc. Sachant qui vaut mieux qui privilégie ce qu'il y a sur cbio.be dans ces cas-là. Donc, tu as, je te coupe, je m'excuse, mais. Ouais, bien sûr. Donc, tu as créé ton GPT, peut-être? Ouais. Tu lui as balancé nos GPT, vos GPT. Ouais. Donc, tu les as alimentés avec du contenu propre à ta ou tes marques. Ouais. Et donc, il sait exactement ce qu'il peut aller chercher parce que tu l'as contextualisé correctement. Ouais. Et on lui a donné notre ton. Le ton de la marque, parce qu'on a T-Tower et Babyo, produit bébé, c'est 2 tons de marque complètement différents. Donc, t'as fait un prompt spécifique en utilisant certains mots, certaines tournures de phrases, et en plus, dans du contenu préexistant, probablement, il sait déjà, il a de quoi s'entraîner pour pouvoir répondre d'une manière spécifique. C'est ça. Et aussi, on peut lui dire s'il est plus ou moins familier, etc. Il est beaucoup plus familier sur Feminine Intimate qu'il est sur Babyo, où je suis censé rassurer la maman qui veut utiliser de la crème de change, alors que sur la partie plus sport, etc., ou plus thé, on est beaucoup plus cool, etc. Donc là, ça aide avant, on était obligé de mobiliser 6 personnes, alors que ces 6 personnes maintenant aujourd'hui font plutôt des prompts et sont plutôt à chercher quelle est l'offre et comment donner du contenu de qualité et pédagogique à l'audience, organiser des ateliers, des choses comme ça, comme on fait dans les magasins T-Tower, mais pas pisser du texte tous les jours pendant 8 heures et essayer d'envoyer le plus possible et à des niveaux de qualité qui sont de toute façon quand même pas top. Donc là, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Alors pour revenir sur l'analyse et le use case de l'analyse, nous on a implémenté très tôt lors de la reprise du groupe. Donc on a repris le groupe fin 2022, Clémence Milcan et moi. On a mis en place très vite un plan de réappro de stock, parce qu'on avait quand même 44 000 articles et donc 505 fournisseurs différents. Et un plan de réappro en grosse industrie, ça requiert SAP, ça requiert 3 planeurs, 2 informaticiens, business analysts, etc. Ici, on a les ventes de tous nos sites qui sont consolidés dans Odoo. On les sort quasiment en live et on les upload dans ChatGPT et on lui dit est-ce que tu peux nous détecter est-ce que tu peux me faire une proposition même ouvertement de plan de forecast pour les 12 prochains mois, et il va nous faire un forecast de 12 prochains mois. Et là, encore une fois, je l'ai fait, c'était ma spécialité en corporate, les forecasts supply chain. C'est des trucs, c'est des projets qui prenaient 10 personnes pendant 3 mois. Absolument à démarrer en septembre pour être prêt au 1er janvier. Et donc pour des boîtes comme par exemple BIC qui est tributaire du back to school, où à partir de mars tout est figé parce que c'est back to school qui est la norme. Dès que back to school est fini, on passait en mode forecast pour l'année suivante. Ça veut dire qu'entre mars et le 31 décembre, il se passait rien d'innovateur dans une boîte comme ça, alors que maintenant c'est complètement l'inverse. Alors pour en use case aussi, donc on a travaillé avec des anciens collègues de chez Pernod Ricard, où on a comparé en fait ChatGPT avec Nielsen. Nielsen IQ. Et il y avait sur les erreurs forecast, il y a 4% de différence en faveur de ChatGPT. En faveur de ChatGPT. En faveur de 4%. Ah ouais, ça c'est quand même assez impressionnant. Ouais. Pour un coût qui est immensément moindre. Ouais, tout à fait. Il y a un truc moi et j'ai une question qui me vient en tête, c'est ChatGPT, il est arrivé maintenant, il y a quoi, une grosse année et demie. Un an, ouais. Qu'est-ce qui toi t'a fait comprendre, parce que bon, mettre en place ces technologies, les tester, ça prend quand même un peu de temps, tu vois, commencer à être convaincu que ça peut amener de la valeur. Mais c'est quoi le trigger qui t'a fait dire, ok,
je pense que là on a un truc, je vais le tester et je vais l'implémenter dans ma boîte parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Donc comment est-ce que tu es arrivé à l'utiliser? Parce que je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de gens, des auditeurs qui utilisent ChatGPT pour faire juste du texte. Mais là on comprend qu'on peut aller beaucoup plus loin, on peut analyser des chiffres, on peut analyser des données et je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qu'on peut faire ça. Donc c'est quoi qui t'a poussé à aller vers ça et comment est-ce que tu as compris qu'il pouvait faire plus que ce qu'on parle d'habitude? Alors, moi, historiquement, j'ai essayé souvent, et j'ai même lancé une boîte dans le passé qui faisait de la génération de descriptions semi-robots. Donc, je voyais très bien comment ça allait m'aider. Ouais. On avait une douleur chez Noé Nature qui est toujours un peu là, mais qui a été amoindrie par ChatGPT, qui était le nombre de fiches produits à alimenter tous les jours, sachant que tous les mois on a 400-500 nouveaux produits et 200-300 produits qui sont dégagés. Il y a 4 langues en tout. Donc là en fait ça c'est même pas posé quoi. Si c'était si ça tenait sa promesse, il y avait zéro raison de ne pas le faire. Donc ce qu'on a fait, c'est que chez Noé Nature, donc tous les jeudis sont réservés à la formation. Donc on a 20% de notre temps qui est formation. On veut pas jouer que les matchs, on veut s'entraîner parfois. Normalement on devrait faire l'inverse. Hein. On devrait s'entraîner 4 jours et jouer à une journée. Là on fait l'inverse. Mais au moins on ne court pas comme des poules sans tête, comme dirait mon associé. Le jeudi après-midi, le premier jour où ils ont lancé ChatGPT 4, donc avec l'offre premium, on a dit tout le monde, tout département confondu, dans le réfectoire et sur la télévision, on a fait une introduction à ChatGPT. Il y avait les ventes, il y avait le customer service, il y avait supply, etc. Et tout le monde a vite compris, tout le monde a eu peur. Mais mon job de répondre aux gens qui ont un problème, ça va mourir. Mais c'est pas un peu le cas. Alors c'est de la destruction de l'emploi en vrai, c'est la destruction de fonctions comme les voitures ont tué les maréchals Ferrand, mais ça veut dire qu'avec la même force de frappe on peut faire beaucoup plus de choses innovatrices et surtout penser à devant et pas à maintenant et hier, quoi. Parce que grâce à ça, on peut dire j'ai 1 heure maintenant, je vais réfléchir à quoi va ressembler mes 52 semaines pour mon Maté Guarana Boost. Donc comment je vais le vendre, à quelle période, etc. Donc, ça tu dans la stratégie, ouais. Les outils t'aident à finalement à te recentrer sur ton vrai métier, quoi. C'est ça. Et moi, ça a toujours été mon taf, même avant ChatGPT, c'est trouver les gens qui étaient coincés dans un job où ils faisaient de l'emailing, où ils étaient payés à lire des emails pendant 7 heures par semaine et 1 heure par jour et à 1 heure à y répondre. Ça, c'était déjà quelque chose que je voulais limiter en termes de time management. Là, ici, en plus, même les tâches où on était quand même obligé de les faire, là, on est quand même en train de diminuer très fort. Et j'ai une autre question, tant que je l'ai en tête. Vous êtes une structure, je sais pas combien vous êtes aujourd'hui. On est 52. Ouais, donc c'est déjà une belle taille. Ouais. Pour construire tout ça, donc toutes ces automatisations, tester les outils, est-ce que vous avez eu besoin de sociétés externes qui vous ont aidé à mettre ça en place, ou finalement c'est peut-être des profils comme tu disais qui faisaient les réponses à ces emails, qui se sont auto-formés et qui ont commencé à créer des choses eux-mêmes. Donc est-ce que la connaissance est venue vraiment de l'interne, ou vous avez eu besoin de support extérieur pour pouvoir vous lancer là-dedans? C'est un mix en fait, donc on est toujours un peu dépendant d'agences externes qui ont un contrat de maintenance avec nous sur un paquet de trucs, l'e-commerce, et même des trucs qui sont un peu plus désuets, mais on a toujours besoin d'eux, genre l'administration de site, etc. Mais là je parle vraiment de l'aspect, tu vois, ChatGPT, automatisation, etc. Totalement, mais c'est là où j'y viens. Donc le premier choix qui m'a été un petit peu proposé par un podcast américain sur le sujet, c'était de vraiment essayer
d'appréhender le truc en tant que newbie, de ne pas essayer d'aller trop vite dans l'expertise. Et alors, ce qu'on essaie de faire maintenant, aussi bien dans ce qui est SEO ou IA, etc., c'est faire certes appel à des externes, mais plus dans la partie coaching et accompagnement, plutôt que dans l'implémentation. Donc, parce qu'avant, on avait tendance à dire, OK, on va balancer 40 € à cette boîte-là en France. Elle va nous faire ça, ça, ça et ça. Puis, elle nous livrait, puis elle partait, puis on avait un truc en maintenance. Tu veux le faire on comprenait évoluer, pas. c'était chaud, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, on le comprenait pas, en plus. Voilà. L'autre chose, c'est que, donc on avait comme la plupart des acteurs qui font plus de 10 millions en e-commerce, on avait des agences qui faisaient par exemple de l'achat clic Google. Mais fatalement, ils le font mieux que nous. Par contre, on n'a aucun contrôle sur la manière dont ils le faisaient. Donc là, pareil aussi, eux étant super verticaux sur Google Ads, SEO, pay-per-click, etc., on s'est retrouvé avec des gens qui étaient pas du tout prêts, trop bétonnés pour dire OK, je vais envoyer mes datas de campagne Google Ads dans ChatGPT. Nous, on l'a fait tout de suite. Et le ChatGPT a dit ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Ça c'est bien, mais ça c'est pourri. Et l'agence en question a bien dû dire c'est vrai, c'était pas top nos choix là. On va les changer. Mais la décision en gros dans ce cas-là comme dans tous les cas pour nous, c'est essayer, parce qu'on a quand même une grosse équipe pour une PME wallonne, d'appréhender des outils au moins dans les bases, au moins de comprendre, avant de faire appel à l'extérieur, et alors faire appel à l'extérieur pour un suivi béton, quoi. C'est ça, ouais. Et ça, mais ça, on en a besoin. Ouais. Okay. Donc pour moi, il y a deux choses où on a besoin de l'extérieur. On a besoin d'écolage au début. Ouais, pour montrer ce qui existe. Ouais, ce qui existe, c'est ça, accompagner. Et puis derrière, accompagner les projets. Mais il y a une espèce de zone tampon entre les deux où il faut absolument qu'en interne, il y ait une espèce d'éveil. Parce que si c'est juste du turnkey, ça devient une dette technologique 2 ans après. C'est ça. Il faut que les gens puissent se l'approprier dès le début, quoi. Et là, c'est la facilité, finalement, de ChatGPT. C'est ça. Et il faut aussi que l'intégrateur externe ait des key users, des utilisateurs clés en interne. Qui ait des épaules, quoi, qui soient pas juste là en réunion pour s'assurer que ça avance ou que quelqu'un signe un bon d'achat pour la facture suivante ou des trucs comme ça. Non, il faut vraiment que le key user interne soit partie intégrante d'un projet. Et alors à ce moment-là, c'est là où on a les projets qui fonctionnent le mieux, quoi. Est-ce que tu as des trucs pour ça? Parce que finalement, c'est les recettes de tous les projets, tu vois, d'avoir des key users. Parfois, on en voit qui sont très impliqués, d'autres qui le sont moins. Est-ce que chez vous, vous avez eu... est-ce que c'est une question de sélection? Est-ce que c'est une question de les motiver? Tu vois, c'était quoi la bonne recette, en fait? C'est du casting. Ouais. C'est du casting, ouais. Ouais, c'est clairement du casting. Et en fait, quand vous arrivez quelque part et que le key user, il est pas impliqué, il est pas écouté, il peut pas prendre de décisions, etc. Ça veut juste dire que le CEO a dit que votre projet, c'était de la merde. C'est clair. Et on a dit, tiens, il y a Roger dans le fond du tiroir, on leur filerait bien Roger, on sait pas de toute façon quoi faire avec Roger. En vrai, les key users sur les projets qui ont fonctionné, c'était des gars qui étaient super mal à l'aise de faire partie du projet parce que c'était des pierres angulaires de leur département. Et malheureusement, il faut, mais je crois que tous les bons CEO le comprennent, il faut prendre les bons et les mettre dans le key user et se faire violence et dire voilà, désolé, mais ce top vendeur là, parce qu'on fait du copilot avec un CRM, il va moins faire de lead pendant 2 semaines ou même 3 mois, mais il va contribuer à quelque chose de plus gros, plus long terme. Et si ça c'est pas compris, ça part mal. Ouais. Ok. Je parle beaucoup, mais je t'en prie. Moi, j'ai l'impression de revivre une deuxième fois ce que j'entends à la maison. Ah mais ok, voilà. C'est dur, hein. Parce que je le répète tout le temps. Hein. Non, je me lève, c'est la première chose que je dis. ChatGPT. ChatGPT, le key user c'est de la merde. Qu'est-ce que vous êtes? C'est Roger au fond du tiroir. Ouais.
Non, moi je me pose une question pour les boîtes de consultance, telles que Delaware, parce que voilà, Léla et moi on travaille chez Delaware. On fait beaucoup de gros ERP, on fait du digital, on fait de l'e-commerce. Quel est notre avenir, Stéphane? Quel est l'avenir des boîtes, des intégrateurs? Ouais, est-ce qu'on doit se rediversifier? Moi, je suis convaincu, mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis là-dessus aussi. Surtout que finalement, on a été, pour rappel aussi, on a fait aussi une boîte de consultance ensemble. Ouais, dans le passé. Et cette fameuse boîte de machine learn, d'automatisation de contenu de produits en ligne. Donc, c'est ça, ouais. Ben, comment est-ce que vous faites? C'est facile, en fait. Si vous arrivez à équilibrer votre temps en apprentissage et en veille technologique et scientifique de l'état de l'art, pendant que les autres vont peut-être lancer Netflix, et que vous suivez l'état de l'art et que le lendemain vous arrivez chez des corpos qui eux font du 8-30, 16-30, etc. Vous allez pouvoir leur dire, écoutez, il y a ça, etc. On peut vous faire un POC. Le POC, les collages et les projets de grosse envergure, pour moi, c'est un truc qui est en explosion de toute façon depuis 20 ans. Là, on vient de vivre, donc on a vécu le software, donc avant donc le RP, etc. Donc moi, je suis assez vieux pour avoir vécu ça. Puis Internet, et puis le cloud, et puis maintenant l'IA. Avec chaque fois un coup de feu et puis une désillusion puis une remontée. Donc là, à mon avis, on va avoir une petite désillusion sur l'IA d'ici trimestre 4 où les gens vont dire finalement c'est pas aussi top que ça, et puis ça va repartir. Mais là, parce que là tout le monde est trop excité. C'est comme du temps d'internet où dès qu'on avait un site web dans les années 2000, on valait 1 milliard, quoi. Là c'est un peu pareil avec chat. On va avoir un petit coup de mou, comme toujours après que ça aille trop vite, trop loin, puisqu'on a quand même des price earnings sur les boîtes d'intelligence artificielle qui sont beaucoup trop hauts, trop élevés. Et quand il va y avoir une correction, tout le monde va descendre au niveau, comme Tesla fait maintenant, au niveau de son industrie. Et là, si vous voulez, même s'il y a un coup de mou, il y aura des projets en cours et il y aura plein de nouveaux projets. À partir du moment où, et ça on n'a jamais été autant capable de le faire qu'aujourd'hui, on peut démontrer facilement un ROI. Donc c'est un coût minimal par rapport au gain. C'est juste à les cueillir. Donc ouais, tout à fait. Mais en fait, souvent nous on porte plus d'attention sur des projets qui ont quand même une certaine envergure. Mais moi, ce que je vois, et j'en suis convaincu. C'est-à-dire envergure, c'est quoi? Tu implémentes en ERP, c'est pas un projet à 10 000 €, tu vois. Ouais, mais c'est une arnaque. Donc, un projet à SAP à 2 millions. Ça va faire plaisir à Olivier Span. Non, mais j'ai fait de l'ERP longtemps, les gars. J'ai fait de l'ERP longtemps, donc il y a moyen de rendre ça utile, mais allez, les promesses de projets d'envergure où je vais vous faire un projet à 1 million ou 2 millions et dedans vous allez faire tout, de l'achat de vos pièces jusqu'à la vente, jusqu'au CRM, jusqu'à le café. Ça on en revient, si vous voulez. On repart dans le best of breed. Donc il faudra les projets d'envergure, oui. Donc les projets à 3, 4, 500 000. Où on dit on met en place un CRM, mais on met pas que en place Salesforce. On met aussi en place une méthodo à côté, les outils tout autour, l'intégration, etc. Ça ne disparaîtra pas. Et ce sont des projets super importants, en fait. Mais moi, je vois aussi plus typiquement, on a parlé beaucoup de ChatGPT, on va peut-être parler après des outils de no-code ou de low-code qui permettent aussi de facilement automatiser ou d'intégrer plusieurs outils différents. Mais c'est des projets qui ont une valeur ajoutée pour moi qui est énorme, mais qui ne demandent beaucoup moins de temps. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas aussi prévoir, je sais pas moi, que dans les boîtes de consultance en général, avoir des départements qui se forment et qui deviennent experts dans justement ce genre de projet. Le projet de Lance-Pierre.
des projets lance-pierre où tu vas pouvoir, en combinant des outils d'IA générative, des outils low-code, no-code, pouvoir venir donner un coup de boost en, je sais pas moi, 20-30 jours à des PME et automatiser une bonne partie de leur process comme tu l'as fait par exemple chez Noé Nature. 30 jours, 3 50, personnes, ça fait un projet à 100 000. Je sais pas ce que tu veux dire par envergure, du coup. Mon point, c'est que je trouve qu'on a encore beaucoup pour l'instant dans des expérimentations. Alors oui, Copilot, on le fait beaucoup, clairement, et surtout chez Delaware. Ça fonctionne bien. ChatGPT, on l'utilise aussi en interne, mais on positionne pas vraiment encore dans les offres l'utilisation de ces outils. Et moi, je suis convaincu qu'il y a un vrai marché pour ça, mais il faut encore convaincre tout le monde que c'est le cas. Et je pense qu'avec ce podcast, peut-être j'espère que ça va pouvoir ouvrir un petit peu les chakras. C'est clair. Maintenant, il faut s'assurer que vous parlez aux bonnes personnes, quoi. Que vous parlez pas à la communauté consanguine de gens qui font de l'IA tous les jours, qui parlent de l'IA, qui font un LinkedIn l'IA, etc. Il faut aller dans les séries de Wallonie, des choses comme ça. Et tu penses que les dirigeants sont ouverts aussi à ça? Parce que toi, t'as une expérience qui est quand même très... Tu t'aimes bien aller gratter, de ce que j'ai compris. T'as déjà une expérimentation, t'es ouvert à l'innovation. Est-ce que c'est le cas de tous les dirigeants? Alors, Jean-Noël Tillman, qui est en fin de carrière, qui a un tout petit peu plus de 60 ans, et qui a quand même un énorme groupe pharmaceutique ici dans la région. Comme tout le monde, comme le VP supply chain de chez Bic, tout le monde a ouvert ChatGPT, a été voir et s'est dit waouh. Ouais, mais ils l'ont ouvert. Et puis ils l'ont ouvert, ils l'ont testé, ils ont joué, etc. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis derrière, il faut un POC. Il faut un POC, ouais. Parce que c'est pas eux, donc eux peuvent commanditer, signer le bon de commande, mais eux vont pas dire je vais demain matin automatiser. Et ça c'est vrai que c'est peut-être la différence avec moi où je suis pénible au point de dire jeudi, allez les gars, tout le monde à la salle de réunion, on va faire 2 heures de ChatGPT. C'est rare, mais ça ne tient qu'à des gens comme vous en fait à faire le lien entre le CEO qui a pas le temps de faire ça ou qui estime ne pas avoir le temps parce que c'est un concept le temps et qui vous dit voilà, j'ai une équipe, il faut absolument la monter en puissance, créer des petites briques avec des post-it sur tous les aspects de la société, des achats jusqu'à la comptabilité que je peux améliorer avec Copilot, ChatGPT, etc. Et de ça va sortir 50, c'est clair, micro-projets, micro-projets, mais le portefeuille de briques, c'est 200 000, 300 000. Mais tu serais pas en train de traduire ce que mon travail. J'espère que vous faites ça. J'espère. Non, mais évidemment, on se lance là-dedans. Mais c'est bien d'entendre en fait que je pense honnêtement qu'il y a encore beaucoup de boîtes où ce genre de techno est vu comme étant il faut qu'on fasse quelque chose avec, mais on sait pas quoi. C'est ça. Et par quel bout il faut le prendre. Et là, je trouve que ton expérience, c'est un vrai exemple très concret en fait de comment on peut vraiment les utiliser à bon escient. L'erreur à éviter, si tu veux, c'est que dans les boîtes qui ont un ADN comme la plupart des boîtes, Chronos, NSI, NRB, tout ça, qui ont un ADN de salut, je viens de 1985 et en 1985 je fais des projets à 2 millions, sinon on vient même pas me parler. C'est ça. Ça n'existe plus parce que la supply chain a évolué depuis. On est devenu agile. Et ça, c'est un truc que eux n'ont pas vécu. Donc, on est parti sur un truc super monolithe avec un gros ERP, avec des gros projets, un gros IT, tout le monde en backup double. Ça a déjà été super dur de les décoller à la spatule de leur serveur dans la cave. Pour les mettre déjà dans le cloud, ils ont déjà pas tout de suite compris. Et puis quand ils parlent à leur IT qui est là depuis 20 ans, il leur dit attention, si jamais tu envoies les données à ChatGPT, les Chinois vont avoir tes recettes sur tes médicaments, ça va être de la merde. Donc il y a toujours une grosse réticence, il faut pas sous-estimer ça non plus. Bien sûr. Donc le seul moyen de rentrer comme nous
on le voit en tant que client, mais moi comme je l'ai vu et comme je vois encore avec des anciens associés qui sont toujours dans l'intégration dans les SS2I et le service, etc. C'est dire voilà, on fait un POC, regardez ça marche, ok, bah j'en ai 3 comme ça. C'est même pas vous qui allez le proposer, hein, parce que si le premier POC de je montre que ça va aller plus vite et je vais sauver la vie de cette personne-là, elle va pouvoir faire quelque chose de plus intéressant. Si déjà vous avez ce témoignage-là, c'est eux qui vont dire ok, merci. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Allez, c'est quoi next? Comment est-ce que je peux réintégrer ça? J'ai ce truc-là qui est là. Et alors, c'est un job entre essayer de comprendre ce qui est complètement abandonné dans la boîte, parce que ça c'est quand même un métier super difficile. Il faut quasiment aller manger là à la cantine avec eux et leur dire tiens toi ça va ton taf? Ouais, c'est quoi ton problème, quoi? Enfin, ouais, moi je suis sur Excel, je peux même pas upgrader, je sais Excel 95, je peux même pas upgrader parce que la macro qui a été écrite par le gars à l'époque, c'est elle qui me calcule tous mes besoins, et du coup elle est là, et elle doit être sur un Windows XP, et le gars il râle, etc. Et là, si t'entends ça. Voilà, là il y a un truc, quoi. Un truc à faire. Voilà. Et c'est tous ces trucs-là qui, au total, c'est vrai que c'est un peu plus chiant. C'est des petites billes qu'on font un gros paquet, mais ça devient des trucs comme d'envergure. Pour moi, un client, allez, à notre taille, donc une taille de PME, nous on fait 12 millions de chiffre d'affaires par an, allez, clairement 10% de ça, 1,2 million pour une PME, devrait partir dans de l'innovation. Et c'est ce que vous faites? Bah oui, malgré nous un peu. Il y a malheureux un peu plus, un peu trop, parce qu'il y a la dette technologique. Et dans le 1,2 million, je préférerais pouvoir repartir de zéro et choisir qui, quoi, comment. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas toujours possible. C'est des contrats de maintenance, c'est un site qui fait 6 millions par an, je peux pas le laisser off 2 jours, c'est super compliqué. Mais c'est ce que de toute façon, c'est ce que tout le monde fait. Et je crois que 10% c'est peu, quoi. Je crois que dans une marge brute de 30-40% qui est la norme en PME, il y a fatalement, outre les 20% de salaire, il y a 10% qui doivent partir en innovation technologique. Sinon, on meurt sur le bas-côté. Ou alors, c'est parce que, même chez moi, c'est pas possible, mais, ou alors c'est qu'un fondateur ou un CEO est technophile et fait des petits projets dans son coin. Mais c'est pas viable. Dès qu'on dépasse une boîte de 10 personnes, c'est pas du tout viable. Et je pense, enfin je reviens aussi là-dessus, mais il y a eu une grosse tendance, on va dire quoi, les 10-15 dernières années, pour essayer de killer ou de tuer le shadow IT, tu vois. Ouais. Essayer de faire en sorte que les environnements soient plus uniformisés, que tout le monde ait accès à la même donnée, qu'on essaie aussi de limiter les risques en termes de sécurité, etc. C'est ça. Et là, ce qu'on voit beaucoup, et c'est même une tendance que Gartner a annoncé, c'est que en fait, tu vas plus avoir une architecture monolithique, et tu l'as bien dit, mais des différentes solutions que tu vas connecter entre elles. Breed, voilà. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque encore plus accru, un risque, après on l'appelle comme on veut, mais avec les solutions nouvelles telles que ChatGPT, et je reviens, tu parlais tout à l'heure de If This Then That, ou des Airtable, des Zapier, des Make, etc., de recréer finalement tout ce shadow IT, qui est génial parce qu'en fait, ça t'amène une flexibilité terrible, et c'est facilement... les gens peuvent facilement se l'approprier et même construire leur propre truc qui les aide. Mais au final, on recrée un espèce de monstre, et dans 5 ans, on va se dire, oh là là, attends, il y a plus personne qui maîtrise ce truc, et donc on va revenir dans une phase de convergence. Tu crois qu'on arrive dans des vagues comme ça? C'est ça, tu auras un cycle. Tu vas avoir un cycle, mais il sera moins grave au fur et à mesure. Entre le gars qui faisait il sera de moins en moins grave le cycle. Entre le gars qui faisait du COBOL et qui avait quasiment tout recodé, ou le gars qui a mis Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, etc., qui a pas mis SAP justement parce que il voulait pouvoir dire que non, moi chez moi il y a pas de statut de commande, je veux un seul statut, je veux qu'il imprime la facture. Il a tout recodé. Ça existe encore, mais de moins en moins. Ces gars-là sont d'abord, il y a pas assez d'IT développeurs sur Terre pour continuer à faire de la bouse en code comme on pouvait le faire avant, parce qu'on avait moins besoin
plus de gens. Maintenant, on a beaucoup plus de besoins, moins de gens. C'est très compliqué de customiser. Mais c'est un mindset. Donc, avec Nicolas Radermaker, notre responsable IT à Noé Nature, nous, ce qu'on fait maintenant, c'est que on a choisi dans l'architecture technique de base, basique, une couche qui, elle, allait être hautement customisée, etc., parce que il faut qu'elle colle à nos besoins spécifiques. Mais tout le reste, que ce soit Odoo, qui a été un peu dévié et qu'on ne peut plus upgrader parce que on a des gars qui ont fait des petits changements cosmétiques, mais qui sont là et qui sont difficiles à enlever. PrestaShop ou Magento ou Commerce, etc. Tout à part Shopify a été aussi un petit peu customisé par le principe que tu donnes, hein, parce qu'il y a des gars qui ont jugé utile que non, nous, on est autrement que tous les autres, etc. Ajouter un petit plugin, un petit machin. Ouais, mais les plugins, à la limite, ils sont maintenus, quoi. Le problème, c'est quand le plugin, il est développé par l'intégrateur pour faire un truc comme ça. Et du coup, lui, il va pas à la même vitesse que tous les autres plugins. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est toujours un mix. Il y a beaucoup de boîtes qui ne sont pas comme la vôtre, qui sont moins dans le conseil, mais plus dans l'implémentation technique. Ils vont toujours pousser pour aller faire du spécifique, du customisé, qui va créer, si vous voulez, une dépendance à un niveau à un service de maintenance. La fameuse 80-20. Par contre, les CIO, les architectes, etc., qui se retrouvent en entreprise, si vous faites le bon choix, si vous dites pas, tiens, toi, tu connais l'existence d'un Mac, ben, tu deviens directeur informatique. Si là, on est dans un stade où on recrute quand même, dans les PME même, des gens qui ont un peu de bagage d'architecture, ils vont vous dire, non, les gars, standard. Tout reste standard vanille, out of the box. Et si il y a un truc qui se passe pas comme vous voulez dans Odoo, dans WooCommerce, dans Shopify, dans SAP ou autre, et vous avez l'impression qu'il faut recoder, posez-vous la question, pourquoi l'industrie fait autrement que vous? Parce que, au départ, si vous voulez, la vague SAP et Oracle dans le début des années 2000, autour de 2000-2005, les CEO ouvraient leur portefeuille aussi pour la promesse que tout le monde allait du coup devoir dans le business s'adapter au chemin Toyota et General Electric de supply chain et aux vraies best practices, parce que SAP, standardisation pure, 100%, standardiser les process, voilà. Et c'est la vraie raison de mettre 2 millions dans SAP, c'était pas installer un logiciel, c'était forcer la main de tout le monde dans une grosse organisation à s'adapter aux standards industrie. Et ça, il faut continuer ce mindset-là. Il faut bien éveiller vos clients et vos prospects au fait que, certes, la boîte à côté, c'est des développeurs .NET. Ils vont vous proposer tout sur mesure, tel que vous le voulez. Sauf que sachez que ce que vous voyez pas maintenant, c'est la facture de 40 000 qui va arriver tous les ans si vous voulez suivre le marché. C'est fait. Alors que si vous allez standard, etc., et que c'est du one-click upgrade, et que nous, on va juste vous aider à mieux appréhender les outils et à mieux les implémenter dans un flux méthodologique au sein de l'entreprise, bah, vous allez gagner beaucoup d'argent, et en plus, donc, beaucoup de productivité, et en plus, vous allez pouvoir suivre l'industrie sans aucune douleur. Parce que le vrai avantage d'une boîte qui viendrait à créer Gillette à côté de Gillette, qui va s'implanter avec, disons, 200 millions et créer sa propre ligne Gillette, c'est juste savoir que Gillette a un paquet de cadavres dans les placards technologiques et aussi de process internes qui fait que, pour dire je vais lancer un 6 blade plutôt qu'un 5 vu que ils en rajoutent un tous les 3 ans, moi ça va me prendre 2 mois, eux ça leur prend 3 ans. Ouais. Et c'est pas que humain, c'est technologique aussi. C'est parce qu'on dit ouf, tu comprends pas, 6 blades, ça veut dire que je dois remplacer le mainframe. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu es en train de dire, en fait, tu conseilles finalement aux intégrateurs de devenir plus une boîte de conseil plutôt qu'une boîte d'implémentateurs.
Bah, de toute façon, implémentateur, faut arrêter d'appeler ça un intégrateur ou un implémentateur. Donc maintenant, tout est tellement enchevêtré, si vous voulez. Les gens qui arrivent dans le monde du travail entre 25 et 35, ils sont technologiquement matures. Et ils ont déjà essayé 40 outils pour eux-mêmes. C'est ça, déjà, ouais, donc ils ont l'habitude clair. de jongler aussi avec une multitude de Total. software. Donc il faut quitter ce monde-là et s'assurer que quand on vient expliquer une promesse, une offre de service, bah elle est complètement audible directement, quoi. Et pas dire moi t'en fais pas, t'inquiète, mets 300 000, tu vas voir. Tu seras content. Ouais. C'est un peu le message à la Accenture Digital de 10-15 dernières années. Et il faut faire gaffe à ça, quoi. C'est qu'est-ce que je peux t'aider, comment je peux t'aider et à quelle vitesse, à quelle vélocité. Quels résultats tu peux avoir et comment est-ce que tu peux les avoir en main le plus rapidement possible. C'est ça. C'est la vélocité, hein. Donc moi, mon motto, c'est je préfère faire 4 erreurs sur 10, mais être rapide, que d'être super lent et faire une bonne décision toutes les 3 semaines. Donc et justement, le paysage technologique actuel le permet, quoi. C'est ça qui est bien. Si t'as les bonnes personnes qui ont les idées et qui peuvent les mettre en place. Allez, revenons quand même un peu quand même sur l'intelligence artificielle, hein. On a quand même touché pas. On a quand même un peu dévié. Juste allez, 2 dernières questions. Tout d'abord, quel est un peu l'avenir avec tous ces nouveaux outils qui nous viennent finalement des États-Unis et même parfois de Chine? Que vont en venir les data scientists et les gens qui font l'intelligence artificielle en Europe? Hein. Donc cette première question là, nos data scientists, qu'est-ce qu'ils deviennent? Allez, maintenant qu'il y a de l'IA dans tout, comment 2 boîtes vont pouvoir gagner l'une contre l'autre, ça va être sur la data. C'est la data qui fait que je peux prendre 505 fournisseurs et 44 000 articles, les uploader dans ChatGPT et faire en sorte que j'ai un résultat qui est meilleur que mon voisin qui dit juste à ChatGPT « Hey ChatGPT, qu'est-ce que je devrais vendre demain ?» Mais alors j'ai une question justement pour complémenter la question de Léla. Est-ce que chez Noé Nature vous avez un data scientist ou plusieurs, ou est-ce que votre data scientist c'est finalement ChatGPT? Alors chez Noé Nature, tout le monde est data scientist. Data citizen. Data citizen. Non, notre prétention, mais ça reste qu'une prétention et c'est très prétentieux. Donc, on est dans le retail, on est dans le 360 degrés, dans l'omnichannel. Donc, on a des boutiques physiques, on a du online, on a du Horeca, on a du direct, on a du magasin, on a du revendeur, on a du Deleuze, Carrefour, etc. Donc, on est partout dans le cycle de distribution. Donc, nous, la vision qu'on a, c'est que le retail meurt, hein, le retail tel qu'on le connaît. Si on regarde aux US, ça commence toujours par les US, JCPenney, tout ça, Sears, tout meurt. On va plus vers du convenience, hein, donc c'est plus des pharmacies maintenant aux US comme CVS, Walgreens, Target, qui grandissent à partir du concept de convenience store. Je suis ouvert à 6h du matin, je ferme à 22h tous les jours, etc. Ça, c'est ceux qui survivent. Mais dans l'ancien monde, ceux qui vendaient des fringues ou autre chose comme ça, si ils n'ont pas, si vous voulez, une vue, un landscape 360 degrés sur ce qui se passe. Si moi, je ne sais pas que mon buveur de thé a acheté sur Palais des Thés ou du Cusmiti sur Cbio et qu'il rentre dans ma boutique le mardi et que du coup, chez nous, il achète du thé noir plutôt que du mat et que je ne peux pas me poser la question, tiens, pourquoi ? Entre tous ces data points là, je peux pas faire le lien. À ce moment-là, je vais perdre comme je vais mourir avec tous les autres. Et là où Amazon a été super intelligent, c'est que Amazon n'est pas une boîte d'e-commerce, c'est même plus une boîte de cloud. C'est une boîte data, quoi. C'est qu'est-ce que je fais de la data? Le gars qui lit un livre sur de la cuisine, il va forcément cuisiner. Ouais. Et nous, c'est pour ça que pour nous,
il est primordial que de la supply chain jusqu'au contrôle de gestion, jusqu'à la compta, il y ait une vue systématique dans la data, essayer de comprendre, essayer de faire les liens, et surtout, ça c'est un taf qui est compliqué dans une boîte même qui existe depuis quelques années seulement, casse péter les silos, hein, que quand on est arrivé chez Noé Nature avec Clémence, on avait un silo pour les magasins, avec des gens qui se parlaient pas avec les gens du site. Tout était décorrélé, les offres étaient décorrélées, et on savait pas si quelqu'un avait acheté sur 3 sites et allé en magasin, alors qu'on avait la data, on le savait pas. Ouais. Donc, essayer, grâce à ChatGPT, libérer du temps pour plus analyser, pour plus poser les bonnes questions à ChatGPT. Tiens, qui est sur les 5 tableaux à la fois chez moi? Qui est mon buyer persona? Est-ce qu'elle fait du yoga? Si elle fait du yoga, est-ce que je lancerai pas Lululemon? Est-ce que je lancerai pas plus de produits, plus de gourdes, plus de tapis, des choses comme ça? Donc, c'est vraiment là-dessus où il faut mettre l'accent. Et fatalement, pour qu'une boîte devienne data scientist, hein, ou data citizen comme vous l'appelez, il faut de l'encadrement, quoi. Et alors, une dernière question. Quel est pour toi l'avenir de l'intelligence artificielle? Bah, il faudrait que tout le monde soit raccord maintenant. Donc moi, j'ai toujours Siri là, qui est con comme un flan. C'est clair. Par rapport à ChatGPT. Donc là, pour le moment, je sais qu'Apple et Google, Gemini sont en train de discuter un potentiel, mais c'est compliqué. Alors, 2 grosses boîtes comme ça, les Magnificent Seven, c'est compliqué quand même de se partager un marché, alors que dans leur ADN, ça a toujours été d'être seul sur leur truc. Ce serait quoi l'idée? C'est que Google fasse un modèle qui puisse être utilisé sur les Apple, c'est ça? Ouais, que Siri soit powered par Gemini. Ouais, okay. Ouais. Parce qu'on sait qu'Apple et Microsoft, c'est même pas la peine. Donc, faut oublier ChatGPT et Siri. Mais si, c'est l'emporter, en gros. Hein, ouais, donc, c'est bien la deep tech, quoi. Ouais. C'est l'emporter, et alors chez nous, on est là, c'est vraiment du stade exploratoire et c'est un peu tôt. Il y a comment mieux analyser, donc avec les caméras, avec les reconnaissances faciales, etc. On aimerait bien pouvoir savoir qui passe devant le magasin, est-ce qu'il regarde vers notre magasin, ça se fait déjà. Je connais des boîtes pour qui j'ai bossé qui analysaient déjà ça, notamment les boîtes télécom. Ça se fait déjà, mais ça se fait pas avec une analyse funnels poussée, quoi. Ouais, tout à fait. Okay. Ouais, c'est pas déployable sur 25 points en même temps, etc. Mais on avance. C'est possible. Donc c'est nouveau, c'est de lier cette idée de pouvoir lier plusieurs systèmes, rassembler des données et les faire analyser. C'est ça. Et moi aussi, si j'achète un écran LED comme ici à rue Saint-Paul à Liège, chez T-Tower, on a acheté un bel écran LED chez Ledcom à 10 000 €. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Très fier. J'aime bien, j'aime beaucoup. Très j'aime fier. beaucoup. Est-ce que du coup les gens tournent leur tête ou pas? Parce que c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, bien sûr. Ouais. Et si je mets une offre avec des petits LED en dessous qui va me coûter un petit peu d'argent, est-ce que les gens vont tourner leur tête? S'ils tournent leur tête, dans tous ceux qui ont tourné leur tête, dans mon funnel, donc j'ai 1000 personnes qui passent, 800 qui tournent leur tête, 600 qui rentrent, non, il y a 80 qui rentrent dans le magasin. 400 qui font du yoga, ouais. 80 qui font 60 et alors à l'intérieur, combien sortent avec une vente? Ouais. Ça, on le sait plus ou moins déjà. Par contre, ce qu'on sait pas, c'est pourquoi les gens nous ignorent en passant rue Saint-Paul. Et ça va pouvoir m'aider. Et l'autre chose, c'est j'ai une vitrine. Donc en gros, j'ai un écran. Pourquoi est-ce que à 23h, quelqu'un qui passe devant ma vitrine ne pourrait pas swiper ma vitrine et passer commande, parce que j'ai de toute façon l'infrastructure e-commerce pour le faire. Ouais, elle peut scanner, etc. Même si elle ne scanne pas, elle peut dire je vais aller chercher demain. Ah, c'est une bonne idée. Ça c'est tous ces points-là, nous. C'est vraiment la conjonction du physique avec le figital. Voilà, j'adore figital. Bon, en tout cas, c'est peut-être une
petite promo pour finir. Tu peux peut-être... Sur Delaware? Non. C'est une équipe sympa. On parlait plutôt pour ta marque, mais merci pour la belle remarque. Non, je crois que j'ai tout passé. Je crois que j'ai dit Guarna Boost une fois, j'ai dit T-Tower, j'ai dit Bébio, j'ai dit Cébio, j'ai dit Petit Zèbre, j'ai dit Feminine Intimate, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai pas dit? Vita Verde, mais ça c'est moins grave. On est chez D de l'Est, etc. Donc, voilà. Donc, si vous voyez une de ces marques, n'hésitez pas à en faire une petite acquisition et vous retrouver dans les données de Stéphane. Total. Qui vous poussera et on vous suivra. Ou des tapis de yoga. Et on vous suivra le reste de votre vie. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et un petit mot pour la fin, Léla? Merci pour ton temps et à tout à l'heure, hein, Stéphane. Un grand merci. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille et à vos collègues. Nous vous serions très reconnaissants si vous pouviez laisser une évaluation, 5 étoiles, dans votre application de podcast préférée. Ça nous aide vraiment à grandir. Vous avez un projet en IA, des idées que vous souhaitez discuter? Notre société, Delaware, peut vous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur portraitIA@delaware.pro, portrait au pluriel, ou sur les réseaux sociaux. C'était Léla Rebout et Benoît Loffet, et on vous dit à très vite.